Embouteillage, insalubrité, insécurité, manque d'emploi, le cardinal Ambongo a de nouveau peint un tableau sombre de la situation sociale du pays lors de la journée diocésaine des jeunes ce dimanche à l'esplanade du Palais du Peuple. Nous reviendrons sur les grandes lignes de ce rendez-vous dans ce journal. Ouverture ce lundi à Luanda du 7e sommet de l'Union africaine-Union européenne. Les dirigeants de ces deux organisations se réunissent pendant 2 jours en Angola, un sommet qui permettra de renforcer les liens économiques et sécuritaires entre les deux continents. Et avant, pour la première fois de son histoire, les pays les plus puissants du monde se sont retrouvés en Afrique du Sud pour le sommet du G20. Les États-Unis, qui devraient occuper la présidence tournante de cette organisation, a brillé par l'absence de son chef de l'État, Donald Trump. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le 24 novembre, une date qui, jusqu'à la fin des années 90 dans notre pays, symbolisait un très grand événement. De l'eau est passée sous les ponts en 2025. La veille, c'est le cardinal Ambongo qui a fait la une de l'actualité en face des milliers de jeunes à Kinshasa à l'occasion de la journée diocésaine. L'archevêque métropolitain de Kinshasa, comme à son habitude, a saisi cette occasion pour éveiller les consciences, rappeler les conditions de vie difficiles dans le pays et la nécessité de l'implication des jeunes pour s'en sortir comme autrefois dans l'histoire. Pour le compte de Télé 50, Nathan Diamouete Ingwen a pris part à ce grand rendez-vous. C'est sous un soleil ardent que ces milliers de jeunes catholiques venus de partout à Kinshasa ont répondu présent à la fête du Christ roi de l'univers, célébrée par lui-même, le cardinal Fridolin Ambongo. En participant à la fois aux rites zaïrois et romains, ces jeunes renforcent leur lien avec les traditions et les principes de l'Église catholique, s'y confiant à la table de la vérité, du pardon et de l'humilité, modèle du Christ et Jésus. Le Christ roi n'exerçait pas un pouvoir de domination sur les autres. Le Christ roi n'écrasait pas les autres. Son règne est un règne fondé sur la réconciliation, la paix et la justice. Une fête qui fait partie du jubilé des jeunes et des choristes du diocèse de Kinshasa, offrant aux prélats catholiques une opportunité d'encourager cette jeunesse à se consacrer au Christ, à favoriser la réconciliation et la paix, spécialement pendant cette période difficile qui traverse l'Est de la République démocratique du Congo, touchée par des conflits armés. Depuis un certain temps, la capitale congolaise s'étouffe avec des embouteillages monstres, des inondations après chaque pluie qui plongent de plus en plus les habitants dans une souffrance insupportable, occasion pour les chefs de l'église catholique en RDC d'enfoncer le clou. Les maux dont souffre Kinshasa aujourd'hui, insalubrité, absence d'infrastructures, embouteillage monstre, inondations, ont tous leurs racines dans la corruption qui entretient la mauvaise gouvernance. Dans la nuit de samedi à dimanche, le village de Nkana, situé à 75 km de Kinshasa, dans le territoire de Kwamut, a été le théâtre d'une attaque meurtrière menée par des insurgés Mobondo. 13 civils ont été massacrés et 5 assaillants neutralisés, plongeant la population dans la terreur et provoquant un déplacement massif des habitants. L'annonce est faite ici par le porte-parole de l'opération Ngemba, le capitaine Anthony Mwalushai. Un groupe d'insurgés Mobondo a mené une attaque dans le village d'Nkana, situé à 75 km de Kinshasa, dans les territoires de Kwamut. Nous sommes dans la province du Maïndombe, dans la nuit du samedi à dimanche 23 novembre 2025. Profitant d'un effectif réduit des forces de sécurité dans la zone, les assaillants ont pénétré dans ces villages riverains du fleuve Congo vers 3 heures du matin. Les insurgés armés notamment de fusils AK-47, des calibres 12 et de machettes ont affronté quelques militaires déployés sur place. Après plusieurs minutes d'échange de tirs, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 5 combattants Mobondo. Côté armé, un soldat est tombé sur le champ d'honneur et un autre grièvement blessé. En se repliant, les insurgés ont massacré 13 civils, dont 3 enfants de moins de 5 ans, et incendié quelques habitations. Pris de panique,
De nombreux habitants de Nkana et des localités voisines ont fui. Certains ont trouvé refuge dans la commune de Maluku à Kinshasa, tandis que d'autres ont traversé le fleuve pour se mettre à l'abri au Congo-Brazzaville. Le calme est revenu en matinée grâce à l'arrivée d'une unité des FARDC basée à Kwamuntu Cité. La navigation des baleinières sur le fleuve Congo a néanmoins été perturbée par ces violences. Le commandement des opérations Gemba présente ses condoléances aux familles des victimes et assure que des dispositions sécuritaires renforcées ont été prises. Les FARDC poursuivent actuellement les insurgés Mobondo, auteurs de cette attaque meurtrière. La police nationale congolaise a présenté ce samedi 22 novembre au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, un groupe de 19 présumés braqueurs interpellés dans le cadre de l'opération Ndobo, une initiative sécuritaire visant à lutter contre la criminalité urbaine à Kinshasa. Selon la police nationale congolaise, ces individus ont été interpellés en possession d'armes blanches et d'armes à feu utilisées lors de plusieurs actes de braquage et d'agression dans la capitale. Leur neutralisation constitue une avancée significative dans les démantèlements des réseaux criminels qui sévissent dans plusieurs communes de Kinshasa. Le commissaire provincial de la PNC Kinshasa, le général Israël Kantou, qui les a conduits au bureau du vice-premier ministre de l'Intérieur, a indiqué que les enquêtes se poursuivent afin d'identifier et de capturer d'autres complices encore en fuite. Nous disons à la population de se rassurer et de faire confiance à la force de défense et de sécurité dans la ville province de Kinshasa. Nous sommes allés travailler en l'air pavère quand ils ont des informations qu'ils n'hésitent pas de pouvoir nous informer et nous renseigner. Surtout cette période ici des festivités, ils doivent être vigilants et vraiment rassurants que nous sommes à leur service. Nous sommes une police, nous sommes une armée, bien sûr 14 militaires et la première ville de Kinshasa, nous travaillons à la redevance de notre communauté. Nous sommes redevables de notre population de Kinshasa. Nous sommes là pour eux qui n'hésitent pas de pouvoir nous dire et nous informer. Surtout, entreprendre cette collaboration-là, tout ça, ça passe parce qu'il y a eu une collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité. Ces interpellations illustrent la détermination du VPM Chabani à renforcer la sécurité et à mettre un terme à la recrudescence des braquages devenus récurrents à Kinshasa. Le gouvernement réaffirme ainsi son engagement à protéger la population et à restaurer la tranquillité dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Ils étaient 135 stagiaires et ils ont terminé leur session de formation à l'Académie militaire de Kananga. Devant plusieurs autorités civiles et militaires, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant leur a remis les insignes ainsi que les diplômes sanctionnant l'achèvement de leur formation. Ils étaient 135 lauréats qui ont prêté serment au cours de la cérémonie solennelle présidée par les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale et anciens combattants Gika Bombo Mwadianvita à la fin de leur formation à l'Académie militaire des Kananga dans le Kasaï central. Les désormais officiers subalternes respectivement magistrats militaires, juristes et médecins de la 20e session spéciale 2024-2025 en présence du premier président de la Haute Cour militaire, de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que les commandants des écoles militaires représentants du chef d'état-major général. Ces officiers ont juré fidélité à la nation, obéissance à la Constitution et les lois de la République, de défendre la patrie avec honneur, dignité et discipline jusqu'au sacrifice suprême. Serment acté par le VPM de la Défense nationale qui a rendu hommage au président de la République pour son leadership éclairé et son engagement en faveur de la formation des officiers des forces armées de la RDC et des magistrats militaires. Gika Bombo a appelé les officiers à servir l'État avec dévouement, dignité, intégrité et rendre justice avec impartialité. En tant que magistrat, vous êtes appelés à servir l'État avec dévouement, dignité et intégrité. Vous devez témoigner de votre esprit civique par un effort soutenu en vue de vous améliorer, en vous soumettant à une formation et à un perfectionnement permanent en toutes circonstances.
Cela dans l'accomplissement de vos fonctions, l'organe de la loi. Vous devez rendre justice avec impartialité. Remise de brevets ainsi que le prix des lauréats qui se sont distingués dans chaque catégorie. Il s'en est suivi le défilé avant la visite guidée des infrastructures de l'académie et la signature du livre d'or qui a sanctionné la fin de cet événement officiel. Retour de la paix en République démocratique du Congo après l'annonce d'un miracle dans les 52 jours par la pasteur Paula White-Cain, chef de la maison de la foi de Donald Trump lors du culte patriotique tenu à Kinshasa du 8 au 9 novembre. Le représentant légal de l'église du Christ au Congo, Évariste Ejiba Yamapia, appelle à un jeûne national le 3 décembre, ainsi qu'un rassemblement au Palais du Peuple. On l'écoute. Chers compatriotes, bien-aimés dans le Seigneur, peuple congolais, tous les croyants, de partout où nous nous retrouvons, nous disons jeûne national. Donc, c'est une journée spéciale, le 3 décembre. Nous disons partout où nous nous sommes, dans nos villages, les secteurs, les territoires, les communes, les provinces. Le peuple congolais va jeûner et prier. Objectif, c'est demander à l'Éternel l'accélération de toutes les promesses de Dieu sur la nation. C'est demander à l'Éternel la réalisation de ces différents projets liés à une paix durable en République démocratique du Congo. La matérialisation de toutes ces choses qui sont initiées, les différents programmes pour que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo soit respectée. Nous vous convions tous, dans nos provinces, nous pensons à ceux qui sont à Kinshasa. Le 3 décembre à 8 heures, nous sommes au chapiteau du Palais du Peuple, là où nous serons chantant, priant et glorifiant l'Éternel notre Dieu pour ses bienfaits dans notre pays et lui demandant de pouvoir assister les institutions de la République. Venez, Dieu veut que nous puissions prendre la cause de la nation entre nos mains. Cela concerne tous les Congolais, tous les croyants, dans nos différentes convictions. Implorons la grâce de Dieu. Nous disons à ceux qui sont à Goma, nous pensons à ceux qui sont à Bukavu et de partout ailleurs, que le 3 décembre, tous ensemble, jeûnons et prions l'Éternel notre Dieu pour la paix durable en République démocratique du Congo, pour l'intégrité territoriale de notre nation. L'invitation est pour tous, les autorités, chacun dans sa position. Soyez les bienvenus. Né dans la nuit du 1er au 2 septembre après l'assaut mené par la police et l'armée devant la résidence de Constant Moutamba, le mouvement des révolutionnaires moutambistes a fait sa sortie officielle, porté par une jeunesse se disant déterminée à résister à la répression et à défendre les valeurs démocratiques. Ce nouveau courant revendique son ancrage dans la lutte citoyenne et la protection de son leader. Le mouvement des révolutionnaires moutambistes a effectué sa sortie officielle ce week-end, marquant une nouvelle étape dans le paysage politique congolais. Né dans la nuit du 1er au 2 septembre, ce mouvement est l'aboutissement d'un événement marquant. L'assaut mené par la police et l'armée congolaise devant la résidence de Constant Moutamba, figure politique de premier plan et président du regroupement Dynamique progressiste révolutionnaire, ENOGEC. Selon les initiateurs, l'attaque survenue cette nuit-là, décrite comme une tentative d'intimidation, a servi de catalyseur face à ce qu'ils qualifient de répression injustifiée. Plusieurs jeunes militants et sympathisants ont décidé de s'organiser pour créer un mouvement se voulant révolutionnaire, engagé et résolument tourné vers la défense des valeurs démocratiques. Constant Moutamba, c'est une personne, un enfant béni de Dieu. Et l'Éternel Dieu sait le moment et le milieu ou l'endroit et l'espace qu'il sera libéré. Lors de la sortie officielle de lancement, les leaders du mouvement ont souligné que la création des révolutionnaires moutambistes s'inscrit dans une dynamique de résistance citoyenne pacifique visant à protéger l'intégrité physique, morale et politique de Constant Moutamba tout en mobilisant la jeunesse autour d'un idéal de changement. Il affirme vouloir promouvoir la justice et l'égalité, la lutte contre la répression politique, la participation citoyenne active et la défense de droits et libertés fondamentales.
La sortie officielle de ce mouvement intervient dans un climat politique tendu, où les tensions entre certaines forces de l'ordre et acteurs politiques d'opposition continuent d'alimenter les débats publics. Les observateurs s'interrogent déjà sur l'impact que pourrait avoir cette nouvelle force militante dans les prochains mois. La Direction générale des impôts a poursuivi ce week-end avec sa caravane de sensibilisation dans les artères commerciales de Kinshasa pour expliquer la réforme de la facture forte normalisée, une initiative de proximité qui permet d'informer directement les assujettis, de répondre à leurs préoccupations et de renforcer la transparence fiscale. La Direction générale des impôts poursuit sa campagne de sensibilisation des assujettis sur la facture normalisée. Pour ce deuxième jour, tout a commencé au boulevard Triomphal, passant par 24, au rond-point Moulard, à la place Victoire, où les agents de la DGI ont sensibilisé les assujettis dans les supermarchés. Ce carnaval que nous avons effectué a vraiment été une réussite totale, parce que nous avons vraiment eu l'adhésion de la population. Le grand public était vraiment très réceptif. Mais je pense que nous devons encore continuer sur cette lancée parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup qui ne connaissent même pas la TVA. Or, ils sont ceux-là qui payent la TVA. Pourquoi? Parce qu'ils sont des consommateurs finaux. Les opérateurs économiques ne sont que des simples collecteurs qui doivent le reverser à l'État. Mais ceux qui payent réellement la TVA, ce sont les consommateurs ou bien la population en général. Et na sepeli la population makasi parce que efongoli bango misu po bayeba chaque fois tango ba sombi eloko na supermarché, na magasin to na boutique bako exiger facture normalisée na bango. La caravane a poursuivi son périple en passant par Matongé puis la direction du boulevard Lumumba avant de chuter à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Endjili où il y a eu des échanges entre agents et assujettis. Cette caravane a fait les tours des communes et quartiers de Kinshasa. Pour rappel, la DGI rappelle que cette réforme institutionnelle est un pas important vers la fiscalité équitable et la modernisation de l'administration fiscale en RDC. Cette campagne se poursuivra jusqu'à l'entrée en vigueur de la mesure. Le quartier Salongo dans la commune de Limete sera desservi en énergie électrique dans quelques jours. La cabine a été installée en présence du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Sakomi Molendo, accompagné du directeur général de la SNEL, Teddy Luamba, mais ce grâce à Serge Emmanuel Olen, souvenez-vous, ancien ministre, vice-ministre de la Santé, qui a cédé une portion de la parcelle familiale pour cette cause. Les quartiers non encore raccordés par la Société nationale d'électricité passeront les festivités de fin de l'année en toute quiétude avec l'électricité. C'est le cas du quartier Salongo à Limete qui a bénéficié d'une cabine pour desservir ses coins de la capitale. C'est le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Sakombi Molendo, accompagné du directeur général de la SNEL, Teddy Luamba, qui ont personnellement installé cette cabine le dimanche 23 novembre. En un mot, donc, on commence le vaste programme pour à peu près alimenter d'ici 6 mois, 9 mois, 400 000 foyers. Ça va donc par l'éradication des poches noires, des changements de transformateurs, de matériel et de communication. Un geste salué par la notabilité de la place. Serge Emmanuel Olen, ancien vice-ministre de la Santé et fils du coin, qui cède une portion de la parcelle familiale pour l'installation de cette cabine, ne jure que pour les bien-être communautaires. Un sentiment de satisfaction. Donc ça fait 3 ans que nous avons obtenu l'installation de cette cabine. Et aujourd'hui, grâce à la vision de notre chef de l'État qui a instauré au cours de la réunion du Conseil des ministres de la semaine passée, que les poches noires soient réduites, nous avons accueilli ici, dans la parcelle familiale, le ministre de l'Énergie, son Excellence Molendo Sakombi, le DG de la SNEL, le professeur Teddy Luamba, qui était le premier à répondre à notre appel quand nous étions administrateurs à la SNEL, qui nous avait doté de cette cabine. Et 3 ans après, Dieu sait qu'il soit celui qui vienne l'installer et lancer les travaux.
je ne peux être que satisfait. Il salue ces gestes posés par le DG de la SNEL et la tutelle sous l'impulsion du chef de l'État. Notons que c'est dans 10 jours que cette cabine sera rendue opérationnelle. Le DG de la SNEL va sur instruction du président de la République Félix Tshisekedi connecter 400 000 foyers à l'électricité d'ici la fin de l'année. Face aux besoins accrus de l'électricité au Nord Kivu, l'autorité provinciale pousse les opérateurs de ce secteur vers la possibilité de l'interconnexion de différentes sources de production à Beni et Butembo. Ça serait l'une des solutions dans la desserte de l'électricité en province. Le débat déjà lancé, l'heure est à la sensibilisation et à la visite des sites de production pour évaluer les capacités des centrales hydrauliques opérationnelles. Le gouverneur du Nord Kivu pousse les opérateurs du secteur de l'électricité à améliorer la fourniture du courant électrique à la population. Le général-major Évariste Somo dépêche sa coordonnatrice principale en charge de l'énergie pour visiter les installations des centres hydrauliques, les investissements réalisés et les réseaux de distribution dans les villes de Butembo et Beni. Première étape de cette mission, le site d'Etali à Nord 1, exploité par la Société Énergie du Nord Kivu, qui dessert déjà les deux principales villes de la partie nord de la province avec une capacité de 12 MW. L'objectif est de relever les défis du secteur de l'électricité et d'explorer la possibilité de l'interconnexion des différentes sources de production. Une initiative à la ENK est ouverte. Cependant, Anthony Clavery, son directeur des opérations, insiste sur le respect du cadre légal que doit suivre la procédure. L'interconnexion, pour nous, serait un atout et nous pensons qu'elle serait aussi un atout pour tout autre producteur qui aimerait bien vouloir s'interconnecter avec nous. Deuxième étape de la mission, conduite par Consolé Kaindo, ce chantier de la microcentrale en cours de construction par Congo Full Power qui veut produire 700 kW à partir de cette vallée de Kisunga-Kassala à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de Butembo. Nous sommes vraiment ravis par la visite de l'autorité. Ça nous rassure. Nous le constatons bien, vous voyez que nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes accompagnés par l'autorité. Le gouverneur de province tient beaucoup à l'amélioration de la qualité et de la quantité du courant électrique disponible au Nord Kivu, rappelle la coordonnatrice principale du gouverneur en charge de l'énergie. Il nous a demandé de pouvoir venir visiter le site et pour se rassurer si réellement la mission et la vision de pouvoir satisfaire les besoins de la population est bel et bien possible. Le Nord Kivu ayant un potentiel énergétique énorme, le courant électrique ne doit pas être considéré comme un luxe, plutôt une opportunité à laquelle toute la population doit avoir accès facile, en qualité et en quantité suffisante. C'est cela le GVE du général-major Évariste Somo dans ce secteur. Ouverture ce lundi à Luanda du 7e sommet de l'Union africaine, Union européenne. Les dirigeants de ces deux organisations se réunissent pendant 2 jours en Angola. Le sommet doit permettre de renforcer les liens économiques et sécuritaires entre l'Afrique et l'Europe sur fond de compétition mondiale accrue. On en parle avec Ritien Tambwa. Au total, 80 chefs d'État et membres de gouvernement participent à ces sommets qui intervient alors que le partenariat afro-européen marque son 25e anniversaire. Ce 7e sommet aborde plusieurs questions stratégiques dans le cadre du partenariat entre les deux continents, dont le renforcement de l'engagement commun en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action conjointe pour relever les défis communs, la paix, la sécurité et la bonne gouvernance, et les soutiens aux mécanismes africains de prévention des conflits et des constructions post-conflit. Le sommet discutera également du développement et de la prospérité économique, y compris les transitions vertes et numériques, l'investissement, l'énergie durable, les infrastructures, le développement humain, les programmes d'éducation et des mobilités, la jeunesse et la culture, l'autonomisation des femmes, l'inclusion sociale, la coopération environnementale et les efforts pour lutter contre les changements climatiques et la protection de la planète. Ce 7e sommet est la 3e édition à se dérouler sur les continents africains après celui du Caire en 2000 et d'Abidjan en 2017. Cela fait donc 25 ans que les deux continents se retrouvent à intervalles plus ou moins réguliers pour évoquer leur partenariat. Le sommet du G20 s'est achevé dimanche à Johannesburg sous la présidence de Cyril Ramaphosa dans un contexte marqué par l'absence remarquée des États-Unis pourtant appelés à reprendre la présidence tournante. Une édition historique pour l'Afrique concentrée sur les priorités du continent et les enjeux de développement global.
Le président Cyril Ramaphosa a clôturé dimanche le sommet du G20 tenu à Johannesburg, marquant le transfert de la présidence tournante aux États-Unis, un pays pourtant absent de la rencontre. En annonçant que la prochaine édition s'y tiendrait l'an prochain aux États-Unis, Ramaphosa a rappelé que la présidence sud-africaine avait placé les priorités de l'Afrique et du Sud global au cœur de l'agenda dans la continuité des précédentes présidences d'Indonésie, d'Inde et du Brésil. Il a souligné que l'Afrique du Sud était véritablement honorée et humble d'accueillir pour la première fois un sommet du G20 sur le sol africain, un événement important pour le Sud-Africain comme pour l'ensemble du continent. Selon lui, la plus grande opportunité de prospérité au XXIe siècle se trouve en Afrique, à condition de renforcer les partenariats entre le continent, le G20 et le reste du monde. Le chef de l'État a insisté sur l'interdépendance des nations et sur la portée concrète de la déclaration finale du sommet qui engage les membres à agir pour le bien-être des populations et démontre la valeur du G20 comme plateforme de coordination sur les défis communs. Dans leur déclaration de samedi, les dirigeants ont également réaffirmé leur engagement en faveur d'une paix juste, complète et durable au Soudan, en République démocratique du Congo, dans les territoires palestiniens et en Ukraine, tout en condamnant les terrorismes sur toutes ses formes. Le sommet ouvert samedi s'est clôturé sans la présence des États-Unis, pourtant appelés à succéder l'Afrique du Sud à la présidence tournante, ce qui aurait normalement exigé une cérémonie officielle de passation. On va parler à présent de sport avec le go de la phase des groupes des interclubs de la CAF qui a été donnée le week-end sur plusieurs stades d'Afrique. Le Popo a malheureusement raté son entrée en lice face à Mamelodi Sundowns. Maniema, lui, a bien maîtrisé Azam FC de Florent Ibenge. Toute l'actualité sportive du week-end, du pays au continent. Embouteillage, insalubrité, insécurité, manque d'emploi, le cardinal Ambongo a de nouveau peint un tableau sombre de la situation sociale du pays lors de la journée diocésaine des jeunes ce dimanche à l'esplanade du Palais du Peuple. Vous avez suivi les grandes lignes de ce rendez-vous dans ce journal. Ouverture ce lundi à Luanda du 7e sommet de l'Union africaine-Union européenne. Les dirigeants de ces deux organisations se sont réunis pendant 2 jours en Angola. Le sommet prendra des décisions pour renforcer les liens économiques et sécuritaires entre les deux continents. Pour la première fois de son histoire, les pays les plus puissants du monde se retrouvent en Afrique du Sud pour le sommet du G20. Les États-Unis, qui devraient occuper la présidence tournante de cette organisation, a brillé par l'absence de son chef de l'État, Donald Trump. Ne nous quittez pas, tout de suite la revue de presse avec Héritier Ntambwa. Alors, tel qu'annoncé, Héritier est avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Christopher Otiokou. Mes salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent des partout. 3 sujets pour votre revue de presse. On commence tout de suite avec la coopération RDC-Qatar. Félix Tshisekedi signe l'envol. Tout à fait. On retrouve ces titres à la une du journal. La Prospérité qui informe à ses lecteurs que la RDC et le Qatar ont procédé à un réajustement stratégique de leur coopération par la signature des 6 accords bilatéraux. La Prospérité rappelle que cette dynamique inédite s'est concrétisée le vendredi 21 novembre 2025 à l'occasion de la visite officielle à Kinshasa de l'émir qatari, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani. Abordant cette question sur sa 3e page, le journal Les Quotidiens plutôt ont écrit: pour ses efforts de médiation dans la résolution du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, l'émir du Qatar, remercié par Félix Tshisekedi, les chefs de l'État à Ceylan. Le quotidien saluait la signature à Doha le 15 novembre 2025 de l'accord cadre entre le gouvernement de la RDC et la coalition AFC AM23. Coopération Félix Antoine Tshisekedi et Cheikh Tamim Ben Hamed
renforce le partenariat entre la RDC et le Qatar, écrit de son côté la manchette qui renseigne que les deux personnalités ont présidé la cérémonie de signature de plusieurs accords visant à renforcer le partenariat entre les deux nations. Au total, 6 protocoles d'entente ont été signés, notamment dans le domaine portuaire entre le Qatar Port Management Company, Moani Qatar et l'Office national des transports ONATRA de la RDC, ou encore des accords de coopération juridique entre le ministère de la Justice des deux États d'exemption des visas destinés aux détenteurs de passeports diplomatiques et spéciaux plutôt de la RDC et du Qatar. L'Assemblée nationale a adopté vendredi la réforme du barreau en République démocratique du Congo. Effectivement, et c'est comme ça que nous avons vu, et nous lisons ces journaux à la une du journal Le Potentiel. Les députés nationaux de la RDC sont donnés rendez-vous vendredi 21 novembre à l'hémicycle du Palais du Peuple. La plénière avait en son ordre du jour plutôt, entre autres, l'examen et l'adoption de la proposition de loi fixant les règles relatives à l'organisation du barreau, co-initiée par les députés nationaux Boris Mboukou et Gary Sakata, respectivement, élus d'Idiofa et Bagata dans la province du Kwilu. Cet tabloïd rapporte que les textes proposés par les deux députés apporte entre autres nouveautés, notamment une rémunération mensuelle pour les avocats, une protection sociale pour les retraités, les avocats en situation de handicap et les ayant droit à des avocats décédés, un renforcement du contrôle comptable au sein des structures du barreau, une valorisation du rôle de bâtonnier et une refonte de l'assistance judiciaire dont l'efficacité est jugée insuffisante faute de financement adéquat. Au total, selon les potentiels, il y a eu 36 interventions et au finish, la proposition des lois a été adoptée et renvoyée à la commission PAJ pour examen et toilettage. On va terminer avec les 100 premiers jours d'activité du gouvernement Souminois 2, parce que c'était déjà la semaine dernière. Le ministre des Infrastructures, John Banza, qui revient de la Chine, charme, semble-t-il, la population avec 64% d'avis favorables. Tout à fait, Christopher Otiokoum, c'est ce que nous apprend Africa News, qui titre « Deux ministres font sensation après les 100 premiers jours du gouvernement Souminois 2. Ngefa et Banza grèvent l'écran ». Africa News commence d'abord par rappeler que les 16 novembre, le gouvernement Souminois 2 a marqué ses 100 premiers jours d'activité, offrant ainsi une occasion idéale pour dresser un bilan des avancées de cette équipe gouvernementale. Pour ce média, John Banza, le ministre des Infrastructures, a également su charmer la population avec 64% d'avis favorables. Sa démarche pragmatique, explique Africa News, l'a conduit à passer presque tout son temps sur le terrain au cours de ces 100 premiers jours. Proactif, Banza a mis l'accent sur la modernisation rapide du réseau routier et a déclaré la guerre aux constructeurs légales. Pour Africa News, et j'en termine là-dessus, il peut également se vanter d'avoir conçu un partenariat public-privé de 450 millions de dollars pour la réhabilitation de routes stratégiques. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce lundi. Christopher Otiokoum. Merci beaucoup, Héritier Ntamboa, pour cet exercice. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Je vous en prie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. À 16h, les éditions en langue. À 18h, vous aurez Arlette Boutella pour Kinshasa Direct. Et grâce à Salambo Chako Nkoni sera là à 19h pour la grande édition. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.